Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le troisième objectif du chapitre 3. Comprendre les principales caractéristiques des modèles d'organisation tayloriens, division du travail verticale et horizontale, relations hiérarchiques strictes, et post-taylorien, flexibilité, recomposition des tâches, management participatif. Comprendre les effets positifs et négatifs de l'évolution des formes de l'organisation du travail sur les conditions de travail. Nous allons commencer par parler du modèle taylorien. Le modèle taylorien, théorisé par l'ingénieur Taylor, renvoie à un ensemble de préceptes pour fonder ce qu'on appelle l'OST, l'organisation scientifique du travail. Ça repose sur la rationalisation du travail à la recherche de l'efficacité. Le taylorisme repose sur une double division. La division verticale du travail, alors quand on parle de verticalité forcément, on parle de hiérarchie, ce qui signifie que le travail de conception, donc le travail des ingénieurs, des cadres, et d'exécution, le travail des ouvriers, est strictement séparé. Les ouvriers exécutent les ordres sans aucune marge de manœuvre. Pour le dire autrement, de façon très triviale, vous voyez, c'est obéis aux ordres, travaille et tais-toi. Le taylorisme repose donc sur une relation hiérarchique stricte. De plus, le travail des ouvriers fait l'objet d'un contrôle systématique de la part des contremaîtres. Les personnes qui sont en charge de la conception contrôlent systématiquement le travail des ouvriers. Et la deuxième dimension, c'est la division horizontale du travail. Le travail est décomposé en tâches nécessitant des gestes simples qui permettent d'augmenter la productivité des travailleurs. Chaque travailleur va répéter le même geste de façon inlassable durant toute la journée de travail. Par exemple, Ford, les usines Ford, ont appliqué ce principe de Taylor dans leurs usines. Les ouvriers travaillent à la chaîne et chaque ouvrier va en fait faire une petite partie de la voiture. Ce n'est pas un ouvrier fabrique une voiture. Par exemple, je suis ouvrier, je n'ai comme tâche que de visser les roues. Donc toute la journée, je ne fais que visser des roues à la voiture. Peut-être que mon voisin, sa tâche, c'est peindre la voiture. Donc toute la journée, lui, ne va faire que peindre la voiture. Et chaque petite opération mis bout à bout permet de fabriquer la voiture. Chaque ouvrier ne fabriquant qu'une toute petite opération du processus de production. Le modèle post-taylorien, comme son nom l'indique, est arrivé après. Post-après. Et l'application la plus connue est le toyotisme, l'entreprise japonaise de construction automobile Toyota. Ce modèle repose sur une recomposition des tâches. Les ouvriers ne sont plus spécialisés, mais deviennent polyvalents, c'est-à-dire qu'un même ouvrier est capable d'effectuer différentes opérations. Les ouvriers deviennent donc interchangeables. S'il y a un ouvrier qui est absent à son poste, un autre ouvrier a les compétences pour pouvoir le remplacer. Ça permet une hausse de la flexibilité, qui est nécessaire pour produire selon la méthode du juste à temps. On va s'arrêter rapidement sur ces deux notions. La méthode du juste à temps, c'est le fait de produire en fonction de la demande. Ce que Ford faisait quand il avait appliqué le taylorisme, c'est qu'il fabriquait des voitures en grande quantité et il s'occupait ensuite de les vendre. Problème, Ford avait fabriqué par exemple 50 voitures jaunes et 50 voitures rouges. Il y avait 100 personnes qui voulaient acheter une voiture. Ok, il y a 100 voitures en stock, mais les 100 personnes voulaient une voiture rouge. Que va devoir faire Ford? Il va devoir perdre du temps et de l'argent pour repeindre les 50 voitures jaunes en rouge. Donc Ford produisait en masse et se débrouillait ensuite, a posteriori, pour essayer de vendre ses voitures. Toyota va dire non, on va pas faire ça, on va faire une méthode qu'on va appeler le juste à temps. On va produire en fonction de la demande. Dès qu'une commande arrive, on produit. Comme ça, on n'a pas de stock, on n'est pas en surstock. On arrive à produire en fonction des fluctuations de la demande. Tac, il y a 10 personnes qui demandent une voiture jaune, 30 qui demandent une voiture rouge. Je fabrique 10 voitures jaunes, 30 voitures rouges. Cette technique nécessite de la flexibilité. La flexibilité, on le verra plus en détail dans le chapitre 4 parce que ce point est beaucoup plus développé, c'est la capacité d'une entreprise à adapter sa main-d'œuvre aux fluctuations de la demande. Si demain il y a 200 personnes qui veulent m'acheter une voiture, je dois fabriquer 200 voitures, est-ce que je suis capable d'en fabriquer 200? Si après-demain il n'y a que 30 personnes qui me commandent une voiture et que je dois en fabriquer que 30, est-ce que j'ai la possibilité d'adapter ma masse salariale pour faire en sorte que aujourd'hui je dois produire beaucoup de voitures, demain beaucoup moins, etc. C'est ce qu'on appelle la flexibilité. Et enfin, dernière dimension, un management participatif. Les ouvriers vont pouvoir soumettre leurs remarques pour améliorer l'efficacité de la production.
Dans le taylorisme, l'ouvrier, c'est travaille et tais-toi. Ici, dans le post-taylorisme, on considère que l'ouvrier peut avoir des retours intéressants à faire pour améliorer la production. Puisque les cadres ne sont pas au contact direct avec les machines, au cœur de l'usine, peut-être que les ouvriers ont remarqué des défauts, des pistes d'amélioration possibles, puisque eux sont au cœur même des machines, de là où se fabriquent les produits comme des voitures. Donc on va leur demander leur avis à travers ce qu'on appelle des cercles de qualité. On va les réunir et on va leur dire, est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer la production? Oui, alors cette machine-là, il faudrait mieux la mettre à côté de telle machine plutôt que telle autre machine, parce que ça nous éviterait plus d'allers-retours, par exemple. Contrairement aux idées reçues, le post-taylorisme ne possède pas que des avantages pour les travailleurs. En termes d'avantages, on peut citer le travail des ouvriers qui devient moins répétitif, moins aliénant que dans le taylorisme, la hausse de l'autonomie des ouvriers, et l'inclusion de l'avis des ouvriers, ce qui tend à valoriser leur travail. On leur demande leur avis, on leur demande leur retour. Ils ont donc le sentiment que leur travail est utile. En inconvénient, le rythme de travail est plus soutenu, car il est imposé par la demande extérieure. Si demain 2000 personnes veulent m'acheter une voiture Toyota, il va falloir faire tourner les usines avec un rythme très soutenu. Donc le rythme de travail sera plus intense. L'organisation du travail en équipe et l'instauration de politiques de rémunération à la performance favorisent la surveillance mutuelle des travailleurs au détriment de la cohésion de groupe. Forcément, si on commence à individualiser les carrières et les rémunérations, il va y avoir des jalousies, il va y avoir des travailleurs qui sont mis en concurrence, qui vont se surveiller les uns les autres, et c'est pas très bon pour le travail en équipe. Et enfin, s'il y a plus d'autonomie, ce qui est bien pour les travailleurs, ça amène également à une plus grande responsabilité. La responsabilité va être individuelle et non plus collective. Les ouvriers sont les seuls responsables de leurs échecs éventuels. Si je fais une faute, ce n'est pas l'équipe qui a fait une faute, c'est moi qui ai fait une faute et j'en suis responsable en tant qu'individu unique.